Salut à tous, bienvenue dans The Sustainability Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui allient développement durable et innovation. En français dans le son, international dans le ton. Avec pour partenaire média The Media Leader, 100% Média Impact. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde fascinant de la mode pour explorer comment l'Afrique redéfinit le jeu. Circuit court, durabilité et, tenez-vous bien, rentabilité. Qui dit qu'on ne pouvait pas être tendance tout en préservant notre planète et en soutenant les communautés locales. Notre invitée du jour est Takan Basile, originaire du Lesotho, résidente allemande, la brillante fondatrice également de Taikai. Elle nous parlera de ces initiatives innovantes qui allient design créatif et conscience éthique. Alors, restez avec nous et laissez-vous inspirer par une vision africaine révolutionnaire de la mode durable. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de The Sustainability Society, un numéro exceptionnel. Aujourd'hui, on va parler de mode et exceptionnel parce que nous avons une citoyenne du monde ici présent. Bonjour Takane. Bonjour Michel. Nous nous sommes rencontrés à l'occasion de Demexco que les professionnels du marketing digital connaissent très bien, où tu étais présente et où nous avons eu l'occasion de discuter de durabilité au niveau de l'industrie de la mode et en particulier sur le continent africain, puisque tu as une marque qui s'appelle Taikai, qui est dans le domaine du sport. Peut-être que tu vas nous en parler dans quelques instants, mais surtout tu es devenue une spécialiste dans le circuit court et la durabilité, et tu fais en sorte que ce concept soit rentable, et notamment sur le continent africain. Est-ce que je dis des bêtises ? Oui, non, c'est absolument vrai. Et je disais citoyenne du monde puisque tu es née au Lesotho. C'est bien ça, oui. Tu es résidente en Allemagne. Résidente en Allemagne. Tu es de nationalité anglaise. Tout à fait. Et tu as des origines à la fois espagnoles, anglaises, j'ai oublié quelque chose ? Et Lesotho, oui, non, et vous du avez Lesotho, tout dit. pardon, Oui, j'ai oublié également le Lesotho, et tu parles 6 langues, dont le français, et tu nous fais le plaisir et l'amabilité de t'exprimer dans cette langue aujourd'hui. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que brièvement, tu peux nous expliquer ce qu'est le circuit court dans le contexte de l'industrie de la mode ? Donc, qu'est-ce que le circuit court dans le domaine de la mode ? Tout à fait. Dans le domaine de la mode, le circuit court, là, vraiment, on parle de référence à un modèle de production où le distributeur et aussi les créateurs, ils travaillent avec des fournisseurs locaux, avec des méthodes parfois aussi traditionnelles à la culture qui est là, des artisans et des fabricants pour produire des vêtements. Donc, forcément, ça veut dire que ça implique généralement qu'il n'y a pas beaucoup des intermédiaires. D'accord. Et il n'y a pas beaucoup de transportation, par exemple, entre la Chine et l'Europe. Donc, tout se passe dans un cadre un peu plus local et avec moins des intermédiaires. C'est ça. Et justement, c'est quoi l'avantage du circuit court pour les créateurs et les entrepreneurs africains dans le domaine de la mode ? Il y a définitivement plusieurs avantages. Par exemple, la promotion de l'artisan local, la préservation de la culture et aussi des compétences traditionnelles. Aussi la création des emplois locaux qui renforcent aussi les économies régionaux. Donc c'est ça qui m'intéresse beaucoup, et spécialement dans le cadre de l'impact social qui c'est très possible avec Tu peux le dire en anglais si tu veux. Avec la production de circuits courts. Ouais. C'était magnifiquement dit en français également. Alors justement, à moins que tu veuilles rajouter autre chose sur ce point-là, mais j'ai une question, c'est en quoi les circuits courts peuvent contribuer. Tu as parlé d'une baisse sur l'empreinte sociétale, on va dire. Et là, on va parler de l'empreinte environnementale. Oui. En quoi les circuits courts peuvent contribuer à la réduction de l'empreinte carbone dans l'industrie de la mode ? Comme déjà dit, par exemple, le circuit court, ça veut dire qu'on travaille vraiment avec des matières aussi locaux, etc. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas des très, très grandes usines qui peuvent produire beaucoup de gaspillage. Le fait que la transportation soit aussi dans un cadre un peu plus local ou au moins pas forcément international fait aussi réduire l'empreinte de le carbone. Absolument.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on monte une entreprise, l'objectif c'est d'être rentable. Et donc, en ce qui concerne la rentability, profitability in English, Yes. Certains pourraient penser que durabilité et rentabilité, ça serve plutôt des intérêts contraires. Alors, quelle est ta vision sur ce sujet-là ? En fait, je pense que cette vision qu'il y a une contradiction entre la rentabilité et la durabilité, ça vient vraiment d'une manière de penser où on est en train d'essayer d'avoir le plus grand marge de profit possible. Mais est-ce que c'est ça vraiment, avoir de l'intégrité et de respecter, par exemple, les cultures, les citoyens du monde et aussi l'environnement? Pour moi, le succès devrait être défini dans un autre manière. Il fallait une autre perspective. C'est quoi le succès, par exemple? Est-ce que c'est simplement avoir le marge de profit le plus large, ou est-ce que c'est d'avoir vraiment une durabilité parce qu'on respecte aussi on respecte aussi les personnes les personnes qui produisent notre vêtement, l'environnement avec le gaspillage de l'eau, par exemple, qu'on est en train d'utiliser. Et tout ça, pour moi, ça fait qu'il n'y a pas une incohérence entre la durabilité et aussi la rentabilité. Il y a aussi plusieurs exemples des marques, par exemple, qui ont réussi avec ça en Afrique. Tu peux nous citer des noms ? Par exemple, il y a Palm Labs et Tongoro Studio. Ils sont basés à Lagos, au Nigeria. Oui, c'est ça. Et eux, ils utilisent, par exemple, des modèles digitaux au niveau de prototypes. Donc, au lieu de faire 2, 3, 4 différents prototypes jusqu'à on a un design avec qui on est content, on travaille dans un cadre digital et puis on passe à la production. Et vu que la production aussi se passe dans un circuit court, ça veut dire que les designers ou bien la marque en soi peut aussi rassurer la qualité de les marques parce qu'ils sont très proches à la production même. D'accord. Ce que je comprends, c'est que le profit n'est pas contre la durabilité et la durabilité ne freine pas forcément le profit. Ce qui est, par contre, à reconsidérer, c'est le profit à tout prix, sans considération pour l'environnement, les personnes qui contribuent à la production et en faisant en sorte qu'il y a un cercle vertueux entre ces différents acteurs dans la production du produit. Et c'est ce que tu viens de démontrer à travers ce dernier exemple. Alors, on aime bien les histoires dans cette émission, les histoires de réussite et qui puissent combiner également cet objectif de durabilité et de profit raisonné. On va utiliser ce terme-là. Est-ce que pour toi, il y a des histoires de réussite qui pourraient être inspirantes, des histoires de marques, de créateurs qui ont réussi à concilier circuit court et responsabilité et rentabilité? Tu nous as déjà donné un exemple, mais est-ce que tu en as d'autres? Oui, donc par exemple, moi je suis allée au Ghana l'année dernière pour une visite au terrain, au marché de Kantamanto. Actuellement, le marché est vraiment le décharge de déchets de la mode du monde occidental. Et j'ai également eu la chance aussi d'aller à 2 universités de mode là-bas, GH Schools et Blue Crest University. Et là, j'ai vu des étudiants qui étaient en train d'utiliser Claude 3D. C'est ce que c'est un programme digital pour faire des designs de mode. D'accord. Donc, ça veut dire que parallèlement à l'apprentissage des techniques traditionnelles de couture de la mode, et dans des universités occidentales, par exemple, on utilise, on a peut-être 2 semaines des cours sur l'utilisation du 3D, par exemple. Et c'est ce que moi je prévois qui va passer, c'est que vraiment il va y avoir un grand saut des compétences des jeunes designers en Afrique qui, en utilisant les modèles technologiques, peuvent diminuer aussi leur empreinte carbone et en même temps travailler avec des fournisseurs locaux et avec des techniques locaux en donnant la culture et la créativité au reste du monde. Ce que tu es en train de dire, excuse-moi de t'interrompre, c'est juste pour récapituler ce que tu viens de dire. Tu considères que
sur le continent africain et notamment sur les universités que toi tu as pu observer, Oui. tu as été au Ghana il n'y a pas très longtemps, les étudiants africains dans les universités ont une considération, on va dire, environnementale plus marquée, de par leur peut-être aussi utilisation plus longue de l'apprentissage, enfin un apprentissage plus long sur la base du digital versus ce qui pourrait se passer dans les universités européennes? Oui, c'est un peu la mentalité aussi. Donc, les étudiantes là-bas, ils n'ont pas forcément accès à travailler avec des grands fournisseurs, par exemple, des manufactures, etc. Que nous, en Europe, on a un peu plus d'accès sur ce niveau-là. Ça veut dire qu'en utilisant ces techniques digitaux, on peut vraiment exprimer la créativité, le montrer au monde, générer de l'intérêt, par exemple, par marketing, avec les prototypes digitaux, et avoir une production qui est faite à mesure et aussi faire sur commande. En utilisant aussi leurs productions traditionnelles. Et en plus, le faire sur commande, le sur mesure, c'est quand même la quintessence du luxe, d'une certaine manière. C'est ça qu'on voit exactement ici en Europe, mais en Afrique, par exemple, moi aujourd'hui, je porte un tenue qui est traditionnel de Lesotho. C'est d'un tissu traditionnel qui s'appelle Sechouechoué. Et moi, j'ai cette top depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait déjà quelques là, pour le coup, pour la durabilité, on a effectivement un spécimen très... Enfin, en tout cas, qui est probant. Exactement, donc, sur la durabilité, mais aussi sur l'expression aussi de son culture. Et là, par exemple, c'était aussi coutu d'une jeune dame qui habitait dans le village d'où ma mère, elle vient. Et ça, pour nous, c'est quelque chose de normal d'avoir des tenues qui sont faites pour nous. Ici, en Europe, on le considère comme un luxe, mais c'est aussi parce qu'on a déplacé toute notre production très loin. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est en série en plus. En série en plus, qui ne sont pas individus, qui ne sont pas individuels et pas avec tes propres goûts, par exemple. Donc, moi, je le voulais avec un peu les armes comme ça, par exemple. Donc ça, c'est la tenue que tu portes, tu l'avais déjà à l'âge de 15 ans, c'est ce que tu as dit? Oui, en fait, je l'avais à l'âge de 14. Mais oui. De 14, excuse-moi. C'est déjà, ça fait très très longtemps. Ok, très bien. Donc c'est plus que 15 ans que j'ai cette tenue ici, que je peux le porter dans des différentes manières, que c'est coutu par un couturier local. Et ensuite, en utilisant aussi les techniques digitaux, cette même créatrice, elle pourrait montrer ses designs au monde et avoir des commandes internationales qu'elle pourra produire localement à Lesotho. C'est là la question que j'allais poser, c'est-à-dire qu'effectivement, je comprends tout à fait le fait que le design puisse être fait sur la base d'outils digitaux pour pouvoir monter des prototypes et ensuite pouvoir proposer un vêtement qui sied à chacune des personnes qui souhaitent le porter, avec peut-être une frange différente ou un froufrou différent. Exactement. Oui, voilà. Mais est-ce que tu ne penses pas, pardon, qu'à un moment, il n'y a pas une sorte de volonté à un moment ou à un autre de passer en mode série, même pour des créateurs africains, alors même qu'ils étaient dans un circuit durable, et là, ils ne le seraient plus? Qu'est-ce que tu pourrais répondre à ça? Il serait encore le marché en Afrique des couturiers informels, c'est énorme. Donc j'aime beaucoup cette expression, excuse-moi, je t'interromps à nouveau, c'est couturier informel. C'est très intéressant comme type de concept. Donc tu dis que c'est un métier très présent sur le continent africain. Voilà, c'est un métier très très présent et du coup, eux, ils n'ont pas accès à une stage global pour pouvoir montrer, par exemple, à une étape globale. Par contre, pour faire des séries, c'est tout à fait possible. Quand j'étais à Ghana, par exemple, j'ai fait un test où il y avait une designer de Londres qui m'a passé un design digital pour laisser coudre à Ghana. Et là, j'ai rencontré une créatrice qui avait un petit studio qui souhaite d'avoir beaucoup plus de commandes pour pouvoir faire des formations avec les filles locales qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas des skills, pour les former et avoir une équipe beaucoup plus grande. Qui n'ont pas les compétences, je traduis skill. Merci, qui skills. n'ont pas qui n'ont pas forcément les compétences pour bien coudre. Et donc en fait, cette notion de série, d'une certaine manière, tu l'adaptes à ce besoin d'éducation
qu'auraient des couturières sur place qui, au lieu de passer par des usines, passeraient par des couturières en formation qui feraient le vêtement en série d'une certaine manière. Qui ferait le vêtement en série. Pas une énorme série, mais en tout cas un type de série. Les énormes séries, ils sont possibles aussi. Il y a plusieurs fabriques, par exemple, au Ouganda, Kenya, au Ghana aussi. Ils ont vraiment des usines où on peut produire aussi des milliers de pièces par mois, par année. Donc ça, c'est tout à fait possible. Mais c'est ce que permet le circuit court, c'est vraiment cette croissance de commencer de petit à expandir beaucoup plus grand. Ouais, mais est-ce que, je me fais l'avocat du diable comme on dit en français, est-ce que justement la finalité de ces créateurs, au bout d'un moment, même si je l'ai bien compris, il y a des couturières informelles, il y a la possibilité de former des couturières ou des couturiers, d'autres couturiers ou couturières informelles, comme on dit, est-ce que d'une certaine manière, secrètement dans la tête des créateurs, il n'y a pas l'objectif que ce soit dans des centaines de milliers d'exemplaires et qu'une certaine manière, on parte de la durabilité. Je reprends, c'est un peu ma question de tout à l'heure, mais je la repose à nouveau à travers tes exemples que tu viens de nous donner. À un certain moment, pour passer à un niveau où on est en train de produire vraiment des milliards de pièces par an, on peut pas maintenir la durabilité, par exemple, des tissus, etc., parce qu'on est en train de réduire les coûts de ces vêtements, en fait, au niveau des travailleurs qui sont en train de le coudre, mais aussi des tissus, de la qualité. Donc, pour maintenir un certain niveau de qualité, ça reste beaucoup plus avantageuse de rester dans un circuit court. Et encore une fois dit, est-ce que la profitabilité, ça veut dire qu'on a réduit les coûts au moindre niveau possible, ou est-ce que ça veut dire qu'on peut... Ou est-ce que ça veut dire qu'on peut, avec l'intégrité vraiment de la production et aussi de la qualité de la mode, augmenter le prix, par exemple, avoir des nouveaux marchés où on vend, par exemple, sans nécessairement produire dans une manière de basse qualité, en fait. Donc, en fait. Parce que le fast fashion, c'est vraiment beaucoup de la basse qualité. Donc, c'est ça qui arrive, par exemple, à Kantemanto. Il y a 2-3 tonnes par jour qui arrivent vraiment au marché, et c'est de la fast fashion, de H&M, de Primark, de Shein, etc. Et ça, c'est si on regarde les marques africaines qui sont en train d'avoir vraiment de réussite, c'est parce qu'ils ont aussi leur culture qu'ils sont en train de transmettre. Ils ont leur créativité, et c'est aussi les tissus qui racontent une histoire. C'est hyper intéressant, c'est-à-dire que d'une certaine manière, il y a un cercle vertueux, c'est-à-dire le respect de la culture locale, le respect, j'allais dire, de la singularité de chacun des vêtements au service d'une série pas trop grande, parce que si cette série était trop grande, cette série de vêtements ou de modèles, ce serait à l'encontre de la qualité des produits qui sont proposés. Voilà, exactement. Il y a toujours un compromis. Exactement. Donc, on a déjà un peu répondu à cette question, c'était de savoir comment la technologie et l'innovation pourraient aider à promouvoir la durabilité dans l'industrie de la mode africaine. Est-ce que tu vois d'autres points pour répondre à cette donc ça, c'est déjà beaucoup en train de se passer. Il y a une organisation très intéressante qui s'appelle CIAFE. Et eux, c'est vraiment une institution pour préserver les manières... pour préserver des méthodes traditionnelles, par exemple des tissus, des méthodes traditionnelles, par exemple les tissus qui sont faits à la main, et qui aussi est en train de promouvoir la digitalisation parmi les designers en Afrique pour pouvoir forcément montrer ça dans une échelle mondiale. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le continent africain est extrêmement foisonnant en termes d'idées, de créativité, à une certaine, disons-le, par rapport à ce que tu as évoqué tout à l'heure, longueur d'avance en termes d'éducation dans les universités, en termes de création de mode pour utiliser les outils digitaux et pouvoir faire la promotion des créations et des prototypes notamment en exploitant, pourquoi pas, les réseaux sociaux ou d'autres outils pour mettre en avant ces produits. Tout ça augure un avenir, j'allais dire, plutôt enthousiasmant. Justement, comment toi, tu vois l'avenir de l'industrie de la mode africaine à l'ère de la durabilité ? Je t'ai pas dit à l'ère de la
technologie. Je parle vraiment de la pure durabilité pour le coup. Oui, absolument. En fait, moi, je pense vraiment et je crois vraiment que l'Afrique peut être un exemple mondial à l'échelle à l'ère de la durabilité. Pourquoi? Parce que déjà, dans notre sang, dans notre culture, il y a une forte volonté aussi à préserver notre culture, notre tradition et aussi de raconter cette histoire. Donc, tout ça, on peut le faire si on respecte aussi notre voisin qui sont en train de développer notre tenue, qui produit notre vêtement, mais aussi au niveau environnemental parce que on ne travaille pas avec des couleurs toxiques, par exemple, dans des grandes usines qu'après on laisse ces déchets dans les rivières, etc. On a vraiment une histoire aussi où des intérêts externes, ils ont entré pour utiliser notre ressource et là, ils ont laissé, par exemple, une empreinte assez mauvaise sur l'environnement. Donc ça, je pense que c'est très ingréné dans notre ADN. Ancré dans notre ADN. Oui, exactement. Et je pense que là, vraiment, on a l'opportunité de montrer au monde c'est quoi vraiment une mode de durabilité, plein de l'expression, plein de variétés et en même temps en respectant l'environnement et les êtres humains. Mais en tout cas, merci pour nous éveiller à cette conscience qu'est la durabilité dans le monde de la mode. C'est vrai que ces derniers temps, c'est pas ce qu'on entend de cette industrie, puisque tu évoquais toi-même la fast fashion tout à l'heure, et tu nous montres en quoi, et tu viens de nous l'expliquer, le continent africain et ses 54 pays, dont certains sont très productif, justement montre la voie pour une certaine durabilité en créant de la valeur. Là, je me pose dans un point de vue business, en créant de la valeur et en créant également, au-delà de la valeur financière, de la valeur sur le plan sociétal, en respectant les cultures des uns et des autres et également la manière dont ces produits sont fabriqués. Le mot de la fin que j'aimerais entendre de ta part, c'est quelle est la prise de conscience ou le principal message que tu souhaiterais que les téléspectateurs retiennent de cette émission? J'aimerais beaucoup qu'on réfléchisse vraiment sur les valeurs de qu'est-ce que c'est une définition de succès pour une entreprise. Est-ce que c'est vraiment que la profitabilité au coût de notre environnement et des êtres humains, ou est-ce que c'est une vertu qu'on peut maintenir aussi en respectant avec notre chaîne de valeur, avec notre production, la protection de l'environnement et aussi des intérêts des êtres humains. Je pense que les deux sont un peu contraire en perspective mentaux et je trouve bien qu'en fait tous les thèmes de durabilité que dans n'importe laquelle industrie doit se poser vraiment cette question, c'est quoi notre définition d'un succès? Eh ben, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir évoqué ta définition du succès qui est donc le respect au-delà de l'environnement, le respect des sociétés qui composent cet environnement et des sociétés et des personnes qui créent, qui participent à la création en tout cas dans le secteur de la mode. Et par l'intermédiaire des technologies, le continent africain tire son épingle du jeu, en tous les cas, à la possibilité de montrer son pouvoir de créativité, y compris dans le domaine de la mode, où pendant très longtemps, il faut le dire, le continent africain était un petit peu invisible, on peut le dire aujourd'hui, mais grâce aux réseaux sociaux notamment, devient de plus en plus visible et respecté. Je pense notamment à Naomi Campbell qui fait énormément pour rendre visibles les créateurs africains, entre autres. Absolument. Mais il n'y a pas que Naomi Campbell. Il y a également toi, Takane, qui est venu ici pour nous parler de ton activité. Je ne sais pas si je pourrais me mettre sur le même niveau. En tout cas, en termes de messages et de volonté de porter les bons messages en ce qui concerne la mode sur le continent africain, je pense que tu n'as pas à rougir, en tout cas des messages que tu nous as fait passer aujourd'hui. Donc merci à toi et c'était un plaisir et pourquoi pas à bientôt. Et un grand merci pour me recevoir c'était un plaisir de te recevoir sur The Sustainability Society. C'est pas tous les jours qu'effectivement on a une personnalité internationale, c'est ton cas, donc merci à toi. Et un grand merci à vous aussi. Merci. Ainsi s'achève cette émission The Sustainability Society sur l'exemple africain en termes de circuit court
durabilité et rentabilité. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à notre partenaire média 100% Média Impact The Media Leader et à notre partenaire opérationnel pour la traduction et sous-titrage via intelligence artificielle, CheckSub. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Media pour la réalisation de ce programme.